Dis bonjour au requin. La phrase a claqué dans l'air comme une gifle humide, élastique, suivie du rire nerveux de deux jeunes hommes que je connaissais mal, amis de mon fils, et du fracas blanc de la mer contre la coque. J'ai senti ses mains sur mes omoplates, une poussée sèche, sans hésitation, et mon corps a basculé par-dessus le bastingage. Le ciel a vrillé. L'odeur du gasoil et du sel m'a coupé la respiration. Puis l'eau m'a englouti, froide, lourde, sans mémoire. Je ne sais pas combien de secondes j'ai disparu. Sous la surface, tout s'est rétréci à un battement. Le cœur dans la gorge, la panique des poumons, le coton salé dans les oreilles. J'ai pensé à Henri, à la table en bois qu'il avait fabriquée, à mes carnets qui m'attendaient sur la commode, ouverts à la page de dimanche. Et j'ai pensé c'est étrange ce que pense une vieille femme qui coule qu'on n'enterre pas une mère en lui poussant le dos. On l'efface. Quand j'ai refait surface, la lumière m'a brûlé les yeux. Le bateau poursuivait sa trajectoire au ralenti, comme distrait, tandis que les rires hésitaient, se brisaient, retombaient dans un silence gêné. J'ai entendu la voix de mon fils, grave et faussement légère. « Allez, maman nage, c'est pour rire. » Pour rire. Je pensais seulement au souffle qui me manquait, aux vagues qui me frappaient de profil, régulières, comme si la mer répétait une leçon, à la lourdeur de mes vêtements qui tiraient vers le fond. À mon âge, je n'ai pas crié. À quoi bon? Le cri, c'est pour être entendu. Or, il m'avait déjà refusé son oreille bien avant de me refuser sa main. J'ai cherché mon souffle, j'ai mis la tête de côté, j'ai rappelé à mes bras l'ancien mouvement, celui patient, des étés d'autrefois à Royan, quand Julien était petit et que je le portais haut hors des vagues, riant et crachant de l'eau. J'ai compté. 4 battements pour inspirer, 4 pour expirer. Le monde s'est rétréci à ce compte-là, à cette mathématique qui vaut plus que toutes les suppliques. Maman, pas de cinéma. Remonte par l'échelle. L'échelle. Elle pendait au ras de l'eau, à tribord, à 2 longueurs de mon corps malhabile. J'ai nagé, lentement. Le bateau s'élevait et s'abaissait comme un animal vivant. L'échelle heurtait la coque en cliquetant. Je l'ai saisie, j'ai posé le pied, j'ai tiré. Mes bras brûlaient. J'ai pensé, ne pas faire de bruit, grimper, compter, respire. Au-dessus de moi, la silhouette de mon fils s'est détachée contre le ciel, immobile. Ça va, c'était une blague. Un des amis a ajouté, trop vite. On rigole, on rigole. Le rire des lâches n'est pas un son, c'est un couvercle. Je me suis hissée sur le pont. L'eau ruisselait de ma robe, mon cardigan collait à ma peau. Mes cheveux plaqués m'ont donné soudain l'âge que je refusais de montrer. J'ai senti le froid entrer par mes poignets, puis gagner mes bras, mon dos, comme une main étrangère. Personne n'a tendu de serviette. Ils étaient gênés, crispés, trop occupés à faire semblant de ne pas comprendre ce qu'ils venaient de faire. Il y avait ce silence épais du mauvais jeu qui a trop bien réussi. Je me suis assise sur la banquette, les genoux serrés, les mains sur mes cuisses. J'ai regardé mon fils. J'ai posé sur lui ce regard que les mères gardent pour les jours trop tardifs. Pas un reproche, pas un appel, une seule façon d'enregistrer. Il a tourné les yeux vers l'horizon. Là, j'ai compris que ce n'était pas un dérapage. C'était une phrase faite d'années, de petites humiliations, de complaisance, d'aveuglement qui s'achevait en acte. Le pilote a baissé le régime du moteur. L'odeur du gasoil s'est mêlée à celle du sel. La mer s'est lissée entre 2 risées. Au loin, un goéland dessinait un arc sur la lumière. J'ai pensé à des choses domestiques, ridicules. Ma théière sur la cuisinière, la nappe qu'il faudrait laver ce soir, la clé du buffet que j'avais laissé tourner. Le cerveau se protège comme il peut. Une serviette a fini par apparaître. Je l'ai prise. J'ai frotté mes bras, mes épaules, mon visage. La serviette sentait le soleil et un parfum féminin qui n'était pas le mien. J'ai respiré dedans, longuement, pour retenir mes larmes. Pas pour eux, pour moi. « Allez, on rentre », a lancé l'un des garçons soulagé. Le bateau a viré, la houle a changé de côté. Je me suis redressée, lentement, et j'ai regardé l'écume se déchirer le long de la coque. J'ai pensé, on m'a poussé. On m'a dit bonjour aux requins. J'ai pensé aux requins, vraiment pas ceux de la mer, ceux de la terre, ceux qui signent, qui déplacent des clés, qui privatisent les frigos, qui disent c'est pour rire, c'est pour ton bien. J'ai senti une chaleur remonter du ventre au visage.
pas la colère, la vitesse du sang quand il retrouve son chemin. Mon fils s'est approché enfin, maladroit. Maman, t'es fâchée? J'ai tourné la tête vers lui. Sa bouche tremblait un peu, comme quand il était enfant et qu'il me mentait à propos d'un devoir non fait. C'était une blague, tu sais. J'ai posé la main sur la banquette, entre nous, pour ne pas être tenté de la poser sur lui. Tu m'as poussé, ai-je dit. Il a souri un sourire court, mauvais, que je ne lui connaissais pas. T'exagères toujours, toujours. C'est un mot qui tue les mères. Je n'ai rien ajouté. J'ai regardé l'eau grise, la côte qui grossissait, une bande sombre où des maisons s'écrasaient sur la ligne des pins. J'ai pensé à mon carnet. J'y écrirai. Jeudi, 15h22. Dis bonjour aux requins. Pousser. Remonter seul. Je noterai les visages, les rires, l'odeur. Je noterai pour ne pas oublier que je n'avais pas rêvé. Les humiliations aiment qu'on les croie irréelles. Elles prospèrent dans le doute des victimes. Mon carnet serait mon rivage. Le bateau a accosté. Les cordages ont couiné. Un homme du port a attrapé la gaffe, amarré. Je me suis levée sans aide. Mes jambes tremblaient encore, mais ma nuque s'était redressée. J'ai ramassé mon sac, un sac de toile beige, où je range d'ordinaire des choses simples. Un peigne, une bouteille d'eau, un petit portefeuille et un stylo. J'ai posé le pied sur le ponton. L'odeur du pin et du goudron chaud m'a saoulé un peu. J'ai marché. Derrière moi, leur voix recommençait. Trop enjouée. À ce soir. On s'en fait une autre, dimanche? La lâcheté aime les lendemains. Je n'ai pas répondu. À chaque pas, mes chaussures laissaient sur le bois une empreinte sombre l'eau de mes vêtements. Je pensais, voilà, on peut pousser une mère et repartir boire un verre. On peut rire en criant requin, comme on signe un papier sans lire. Ce n'est pas un accident, c'est une culture. Je pensais aussi que j'étais vieille, que l'eau froide m'avait fatiguée, que le soir mes os me parleraient. Et en même temps, je sentais sous ma peau une chose que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Une lame. Sur le quai, je me suis assise un instant, à l'ombre d'une cabane où l'on vend des huîtres. Un couple de touristes s'esclaffait, le visage rougi de vin blanc. Une petite fille suçait un glaçon en regardant la mer. La vie continuait, comme si la mienne n'avait pas vacillé. J'ai sorti mon carnet, l'ai ouvert à la page d'hier. Entre une liste de courses et une recette de soupe de poisson, j'ai trouvé un espace blanc. J'ai écrit, lentement, en appuyant sur la plume pour que l'encre traverse le papier. Aujourd'hui, il m'a poussé. J'ai senti l'eau fermer sa main sur ma nuque. J'ai pensé, je n'ai plus de fils, j'ai un homme qui joue avec la gravité. J'ai ajouté, plus bas, une phrase qu'Henri aurait approuvée. Ne pas crier, ranger les faits, ranger son souffle, ranger la suite. Je me suis relevée. Le soleil faisait des éclats sur l'eau, comme des morceaux de verre. Dans la petite supérette du port, j'ai acheté un t-shirt sec, un pantalon de toile, une paire de sandales bon marché. La vendeuse m'a guidée vers la cabine, m'a tendu un sourire discret. « Ça arrive », a-t-elle murmuré, comme si elle savait. Je l'ai remerciée, j'ai payé, j'ai demandé un reçu. Elle a levé les yeux, surprise, puis a imprimé. L'épreuve commence par des gestes bêtes. Sur le chemin du retour, le vent salait mon visage. J'ai pris le bus jusqu'à la maison. Dans l'entrée, j'ai posé mon sac sur la console. J'ai retiré mes vêtements mouillés, les ai laissés goûter dans la baignoire. Je me suis fait un thé très fort, brûlant. Mes mains tremblaient un peu quand j'ai soulevé la tasse. Je me suis assise à ma table, la table d'Henri, et j'ai ouvert un nouveau classeur. J'ai glissé dans la première pochette. Le ticket de la supérette, l'heure du bus écrite à la main, et la page détachée de mon carnet, une copie. L'original resterait caché. Sur la tranche du classeur, j'ai noté « Mère incident ». Alors seulement j'ai laissé une larme couler, pas une plainte. Une goutte lourde, ancienne, qui n'avait rien à voir avec la mer. Elle disait adieu à ce que je croyais encore sauvé, la part d'enfance de mon fils. Elle disait bonjour à autre chose que je reconnaissais à peine, ma voix. Le soir, quand la serrure a tourné, je me suis levée sans hâte. Il est entré, seul. Il avait l'air fatigué, un peu gris, comme si la lumière du jour avait jauni son visage. « Maman, on a dérapé, faut pas. » Je l'ai regardé. « Tu m'as poussé. Tu as dit requin. Tu m'as dit blague. J'ai nagé. Je suis remontée. J'ai noté.
Il a voulu toucher ma main. Je l'ai retiré doucement. Demain, j'irai voir un médecin pour le constat. Puis je verrai Maître Giroux. Et je t'écrirai. Tu aimes les blagues. Moi, j'aime les lettres. Son regard s'est perdu. Il a balbutié quelque chose, puis s'est tu. Dans ma chambre, j'ai posé mon carnet sur la table de nuit, à côté de la petite boîte en fer où je range ce qui m'a coûté du courage. J'ai éteint. Dans le noir, la mer continuait. En moi, son bruit profond. Et sur ce bruit, j'ai posé une phrase, claire, droite, que je n'avais pas dite depuis des années. Ça suffit. Le lendemain commencerait l'inventaire des mots, des gestes, des contes, des héritages. La mère m'avait enseigné la seule cadence qui vaille. Inspirer, expirer, agir. Ce soir-là, pour la première fois, je n'ai pas prié qu'il change. J'ai prié que la vérité trouve ses papiers. Avant le choc du bateau, ma vie s'était tassée comme une nappe qu'on replie sans vraiment la ranger. Je vivais seule dans la maison qu'Henri et moi avions acheté 40 ans plus tôt, un pavillon au volet bleu pâle, sur les hauteurs d'Arcachon. C'était une maison simple, mais chaque pierre avait été portée, chaque mur peint de nos mains. Henri avait fait les meubles, moi les rideaux. Nous n'avions jamais eu de fortune, mais un trésor tranquille. Un fils, Julien. Julien était né tard. Henri disait souvent que c'était notre miracle du soir. Je l'ai élevé avec un soin presque maladif. Je notais tout. Ses repas, ses fièvres, ses progrès à la nage, ses cauchemars. Je gardais ses dessins dans des chemises étiquetées. Je vivais pour lui. Henri me disait parfois « Tu ne t'oublies pas un peu, Raymonde ?» Et moi je répondais, en souriant « Une mère, Henri, c'est justement celle qui s'oublie. » Julien grandit. Beau garçon, intelligent, drôle. Il avait ce charme des fils uniques, sûr d'être aimé quoi qu'il fasse. À 20 ans, il avait déjà ce ton mi-tendre, mi-hautain qu'il prenait sans s'en rendre compte. Je n'y voyais pas de danger. Je le trouvais fascinant. Quand Henri est tombé malade, Julien étudiait à Paris. Il venait le week-end, pressé, distrait, parlant fort de ses projets. Moi, je le regardais et je voyais dans sa jeunesse ma consolation. Henri, avant de mourir, m'a pris la main. « Ne t'accroche pas trop, Raymonde. L'amour maternel, ça doit apprendre à respirer. » Je lui ai promis, mais j'ai menti. Parce que le jour où le cercueil a disparu dans la lumière du cimetière, c'est Julien que j'ai regardé. C'est sur lui que j'ai juré de tenir. Quand il a rencontré Camille, j'ai d'abord cru que le destin me rendait ma famille. Une belle jeune femme, vive, pleine d'assurance. Elle parlait vite, souriait souvent et semblait admirer tout ce que Julien disait. Je me suis dit, il a trouvé son soleil. Elle m'appelait Raymonde, d'une voix légère, mais jamais « belle maman ». Je n'y ai pas prêté attention. J'étais heureuse de les voir heureux. Ils sont revenus vivre près de moi, dans la grande maison, le temps de se poser. J'ai tout accepté. Leur musique, leurs horaires, leurs désordres, leurs amis. J'avais retrouvé le bruit, la jeunesse, le souffle. Je préparais les repas, je gardais les enfants, je faisais les lessives. J'étais fatiguée, oui, mais comblée. On m'appelait Mamie Ray et j'en étais fière. Puis les choses ont changé. Camille a pris la place d'Henri dans les décisions et Julien, peu à peu, a pris l'habitude de la laisser faire. Elle réorganisait tout. Les comptes, les pièces, la cave, le grenier. Elle disait que c'était pour m'aider à vieillir sereinement. J'ai commencé à sentir que je devenais une invitée dans ma propre maison. Et Julien? Il se taisait. Toujours aimant, toujours gentil, mais distrait, absent, lointain. Quand je lui parlais de ses enfants, il répondait « Tu t'inquiètes trop, maman ». Et quand Camille me coupait la parole, il baissait les yeux. Je me disais « Ce n'est pas grave, il a besoin de paix ». Moi, j'ai le silence. J'avais tort. Le silence, c'est comme la mer. Il reflète d'abord, puis il avale. Alors j'ai commencé à écrire, pour ne pas me dissoudre, pour me souvenir de qui j'étais avant d'être celle qu'on tolère. Chaque soir, sur la table de la cuisine, je notais la journée, les petites phrases, les gestes, les regards. Je pensais qu'un jour cela servirait. Je ne savais pas encore à quel point. Le bateau, ce jour-là, n'était que l'aboutissement. La chute n'avait pas commencé au bord du bassin. Elle avait commencé dans la maison, quand mon fils avait cessé de me regarder vraiment. Et quand j'ai senti ses mains me pousser, ce n'est pas le froid de l'eau qui m'a saisi.
C'est la vérité. Celle qui dit « Tu as aimé sans mesure et tu n'as plus de place ». Mais l'eau m'a aussi rendu quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. La volonté de respirer pour moi. C'est drôle comme les choses ne s'écroulent jamais d'un coup. Elles s'effritent. Elles changent de ton, d'odeur, de regard. Elles s'abîment en douceur, comme le pain qu'on oublie sur la table. Avant le jour du bateau, il y avait eu 1000 signes. Petits, insidieux. Je les ai vus, je les ai sentis, mais je ne voulais pas leur donner de nom. Tout avait commencé l'hiver précédent, quand Camille avait décidé de réorganiser la maison. Elle disait ça avec cette voix des jeunes femmes pressées de simplifier la vie des autres. Il faut que ce soit plus fonctionnel, Raymond. Tu as trop de choses inutiles. Et elle ajoutait, faussement bienveillante. À ton âge, on doit faire le tri. À mon âge. Cette phrase-là est restée dans ma gorge pendant des mois. Elle avait commencé par la cuisine. Un matin, je suis descendue et j'ai trouvé mes casseroles dans le garage, mes torchons dans un carton. Le frigo était presque vide, sauf pour quelques produits étiquetés au feutre. Pour nous, à ne pas toucher, réservé enfants. J'ai regardé ces étiquettes comme on regarde des blessures, sans comprendre comment elles sont arrivées. Julien, lui, disait « C'est pour t'aider, maman. Camille veut t'alléger. » Mais je savais que l'allègement n'était pas pour moi. C'était pour eux. Un soir, j'ai voulu préparer un gratin. Je n'ai pas trouvé la râpe, ni le plat, ni même la boîte de sel. Camille est entrée dans la cuisine, téléphone à la main. « Oh, tu cuisines encore à cette heure? Laisse, tu vas salir le four. » Je lui ai tendu le fromage râpé que j'avais préparé. Elle a souri. Crispé. « Garde-le pour demain. » On a commandé. J'ai rangé en silence. C'est fou comme on s'habitue à disparaître. Peu à peu, j'ai cessé de mettre la table. Ils mangeaient tard, souvent sans moi. On m'apportait parfois une assiette refroidie, pour ne pas te déranger. Je faisais semblant de ne pas remarquer que les restes venaient toujours de ce qu'ils n'aimaient pas. Et puis, il y eut les mots. Des petites phrases, lâchées comme des miettes. Tu pourrais aller marcher, ça te ferait du bien. Tu deviens un peu sourde, non? Tu devrais faire attention à ce que tu signes. À ton âge, on oublie vite. Un jour, j'ai surpris Camille au téléphone. Elle disait « On s'occupe d'elle, oui, mais bon, c'est un poids. » Le mot « poids » a ricoché dans ma poitrine comme une pierre. Je me suis reculée doucement pour qu'elle ne m'entende pas. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à noter. Chaque remarque, chaque date, chaque changement. Pas par vengeance, par instinct de survie. Le carnet bleu, celui qu'Henri m'avait offert, est devenu mon témoin. Mais il y avait aussi ces humiliations minuscules qui ne se notent pas. Le fauteuil qu'on déplace sans vous prévenir, le courrier qu'on ouvre par erreur, le ton impatient quand vous posez une question. Je sentais que la maison me glissait entre les doigts. Un matin, j'ai trouvé la clé de mon bureau absente. Camille m'a dit, le plus naturellement du monde. « Oh, je l'ai prise pour ranger un peu tes papiers. » Elle les avait triés, déplacés, classés. Certaines factures avaient disparu. Quand j'ai demandé, elle a ri. « Tu deviens parano, Raymond. » Parano. Je crois que c'est ce mot-là qui m'a blessé le plus. Il me ramenait à une image de vieille femme confuse, dépassée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. La violence moderne ne hurle pas. Elle range, elle déplace, elle reformule. Je me suis tue, parce qu'à ce stade, parler, c'est donner raison à ceux qui doutent de votre lucidité. Alors, j'ai souri, j'ai observé, et j'ai attendu. Mais parfois, la nuit, je me levais, j'allais dans la cuisine, et j'ouvrais le frigo. Je regardais ce qui restait de moi dans cette maison. Un pot de confiture à moitié vide, un yaourt nature, une bouteille d'eau. Je me disais, voilà ma place maintenant sur l'étagère du bas. J'ai tenu comme ça des mois, jusqu'au jour du bateau, jusqu'à cette phrase hurlée, « Dis bonjour au requin », qui n'était que la version spectaculaire de tout ce qu'il m'avait déjà dit, en plus doux, depuis des années. Tu n'as plus ta place. Mais il s'était trompé sur un point essentiel. J'avais encore ma mémoire. Et une mémoire, quand elle se met à écrire, peut tout changer. L'eau du bateau avait refermé sur moi le couvercle d'années de petites blessures. Mais ce jour-là, en rentrant à la maison, une autre vague m'attendait. Pas de mer, cette fois du papier. Du papier froid, légal, définitif. Je me souviens de la lumière. Un après-midi blafard, les volets à demi clos, la poussière dans l'air.
Je m'étais changée, j'avais fait chauffer une bouilloire, comme pour ramener un peu d'ordre dans le désordre du monde. Sur la table, un courrier à mon nom, Banque Atlantique, département succession et autorisation. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai ouvert. Dedans, une lettre datée de la veille, me remerciant d'avoir validé la mise en gestion de mes comptes par procuration à Monsieur Julien Durand. Je suis restée figée. Julien. Gestion de mes comptes. Procuration? Je n'avais rien signé. J'ai relu 3 fois. Puis j'ai tourné la page. Il y avait une photocopie d'un document sur lequel figurait ma signature. Une signature maladroite, tremblée, mais indiscutable, Raymond Durand. Sauf que ce n'était pas la mienne. Le trait du dé penchait à droite, or le mien a toujours penché à gauche. Henri me taquinait pour ça. Je suis restée assise longtemps. La lettre entre les doigts. J'avais froid, le même froid que dans l'eau du bassin. Mais c'était un froid d'intérieur, celui de la trahison administrative, cette violence sans bruit qui signe à votre place pour vous retirer le droit d'exister. J'ai appelé la banque. Une voix polie m'a demandé de patienter. Puis une autre, plus sèche. Oui, madame, la procuration a bien été déposée hier par votre fils. Tout est en ordre. Mais je n'ai rien signé, ai-je répondu. Un silence puis. Peut être un oubli de votre part? Le document est complet. Nous avons même une copie de votre pièce d'identité. De ma pièce d'identité? Oui, photocopiée hier. J'ai senti mon ventre se nouer. Mon sac était là, à côté de moi. Ma carte d'identité aussi. Alors qui? Comment? Je n'ai pas crié. J'ai simplement noté la date, l'heure, le prénom de la conseillère, Élodie R, 16h38. Puis j'ai raccroché. Le soir, j'ai mis la lettre dans une chemise, que j'ai intitulée « Compte, falsification présumée ». Je savais que ce mot-là, présumé, était important. Je n'avais pas encore la preuve, mais j'avais la conviction. Et parfois, c'est plus solide qu'un tampon. 2 jours plus tard, en rangeant le linge, j'ai trouvé la clé USB de Julien, oubliée sur la commode. Je l'ai branchée sur mon vieil ordinateur, hésitant, honteuse d'espionner mon propre fils. Mais à ce stade, l'innocence est un luxe. Sur le bureau virtuel, un dossier, Doc Admin, Camille. J'ai cliqué. À l'intérieur, des scans, papier d'assurance, relevé de propriété, contrat de prêt et une copie de ma carte d'identité. J'ai reconnu la photo, mais la signature en bas n'était pas celle de mes papiers. C'était celle du document de la banque. J'ai fermé l'écran, très lentement, comme on referme un cercueil. Le lendemain, j'ai appelé Maître Giroux, le notaire d'Henri. Je lui ai demandé un rendez-vous. Il m'a reçu dans son bureau en bois sombre, à la lumière de cette lampe verte qui donne toujours l'impression qu'on entre dans une vérité. Je lui ai tendu la lettre et la photocopie. Il a froncé les sourcils. C'est une signature falsifiée, a-t-il dit sans détour. Et si c'est lui qui l'a utilisée pour obtenir une procuration, il y a tentative d'abus de faiblesse. Il m'a regardé droit dans les yeux. Vous voulez que je m'en charge? J'ai hoché la tête. Nous avons rédigé ensemble un courrier de contestation, puis un autre pour la banque, puis une main courante déposée le lendemain à la gendarmerie. Tout était froid, précis, mesuré. Je n'étais plus la mère blessée. J'étais la déposante. Quand je suis rentrée à la maison, le soir, Camille m'attendait dans la cuisine. Elle avait ce sourire qui précède les mensonges. « Tu as eu du courrier, Raymond? »« Oui, ai-je dit. »« Tu l'as lu? »« Oui. » Elle a haussé les épaules, faussement détachée. C'est Julien qui s'en est occupé, pour t'aider à payer les factures. Sans me prévenir, tu oublies tout, tu te plains des papiers. On a voulu te simplifier la vie. Simplifier. Encore ce mot. Les gens qui veulent simplifier sont souvent ceux qui veulent effacer. Je n'ai pas répondu. Je suis montée dans ma chambre, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit. Mercredi 17h50. Camille sourit. Julien ne parle plus. Ma signature s'est détachée de moi. On m'a simplifié. Puis j'ai ajouté. Ne rien dire. Préparer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repassé dans ma tête le bruit de l'eau, la sensation des mains sur mon dos, la phrase « Dis bonjour au requin ». Et j'ai compris. Le vrai requin n'est pas dans la mer. Il porte votre nom sur un document. Cette nuit-là, la maison respirait mal.
Chaque craquement du bois me semblait un mot qu'on m'avait volé. Je me suis levée à 2 heures du matin, pieds nus, et j'ai allumé la lampe du salon. La lumière jaune a réveillé les papiers sur la table. Lettres, copies, enveloppes, la trace matérielle de l'humiliation. J'ai bu une gorgée d'eau, me suis assise et j'ai ouvert le carnet bleu. J'ai relu tout ce que j'y avais écrit depuis des mois. Les remarques, les gestes, les silences, les phrases en italique que j'avais notées en cachette. Et soudain, tout s'alignait. Tout ce que j'avais voulu croire anodin dessinait une trajectoire claire, une pente douce vers l'effacement. Ils avaient d'abord déplacé mes casseroles, puis mes clés, puis ma signature. Le corps suit ce qu'on accepte trop longtemps. Je me suis revue, des années plus tôt, dans la petite cuisine avec Henri, les mains pleines de farine, riant d'un rien. Je me suis entendue dire à Julien, enfant, quand on fait du pain, il faut le pétrir jusqu'à ce qu'il respire tout seul. Et je me suis demandé, et moi, quand ai-je cessé de respirer par moi-même? Vers 3 heures, j'ai ouvert la fenêtre. L'air du bassin était humide, tiède. La lune dessinait une ligne pâle sur les toits. J'ai posé ma main sur la rambarde et j'ai senti quelque chose de nouveau, de précis. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse. C'était un regain, une ligne droite à l'intérieur. Je n'avais plus de mari, plus d'autorité morale, plus de pouvoir apparent. Mais j'avais ce que Camille n'aurait jamais, du temps, de la mémoire et la faculté d'écrire sans trembler. J'ai compris, cette nuit-là, que le silence ne serait plus un refuge, mais une arme. J'ai pris une feuille blanche et j'ai fait une liste. Vérifier tout. Les comptes, les signatures, les factures. Sauvegarder. Faire des copies, des photos, des duplicata. Consulter. Le notaire, l'avocate, le médecin, tous ceux qui peuvent sceller une vérité. Agir sans prévenir. Ne rien dire à Julien. Jamais. Préparer la suite. Un logement, un plan B, un testament propre. J'ai écrit chaque point avec soin, en lettres capitales. Puis, en dessous cette phrase, comme une prière, ne pas crier. Agir lentement, comme la marée. Les requins, on ne les combat pas, on leur retire la mer. Au petit matin, j'ai pris un café noir et j'ai observé le ciel s'éclaircir derrière les pins. Le monde extérieur ne savait rien de ce qui venait de basculer. Dans la maison, Camille dormait et Julien ronflait doucement. Moi, j'étais déjà ailleurs. Ce jour-là, j'ai commencé à classer ma vie comme un dossier. J'ai sorti un vieux classeur vert d'Henri, étiqueté impôt 1998, et j'y ai rangé les preuves. J'ai numéroté les pages, noté les heures, imprimé les mails. Je faisais ce que j'avais toujours fait mettre de l'ordre, mais cette fois, c'était pour moi. L'après-midi, j'ai pris le bus pour Arcachon. À la pharmacie, j'ai demandé mon dossier médical complet, puis j'ai pris rendez-vous avec le docteur. Renaud, le médecin de famille, sous prétexte d'un contrôle. Pendant qu'il auscultait mon cœur, je lui ai dit calmement, « Docteur, si un jour quelqu'un prétend que je perds la mémoire, notez aujourd'hui que je vais très bien. » Il m'a regardé longuement, puis a noté sur le dossier, « Patiente lucide, discours cohérent, orientation temporelle et spatiale parfaite. » Je l'ai remercié. Ce papier-là, plus tard, vaudrait tous les cris. Sur le chemin du retour, j'ai regardé la mer. La marée montait, lente et sûre. Je me suis dit, moi aussi, je reviendrai lentement, mais sûrement. Le soir, j'ai fait semblant de rien. J'ai cuisiné pour tout le monde. Camille m'a félicité. Tu vois, tu es encore utile. J'ai souri. Elle ne savait pas qu'à cet instant précis, je mettais déjà son monde en mouvement. Avant de me coucher, j'ai noté dans le carnet. Vendredi, 22 Dix. La peur est partie. Il reste la méthode. Les requins, je ne les fuirai pas. Je leur enlèverai le sang qu'ils sentent. Puis, j'ai soufflé la bougie. Et dans le noir, j'ai murmuré une phrase qu'Henri disait quand quelque chose se brisait. Ce n'est pas perdu, Raymond. C'est en train de se réparer autrement. Le plan, je l'ai écrit comme autrefois j'écrivais mes recettes, avec ordre, patience et les doses exactes. Pas de colère bruyante, pas d'avertissement théâtral. Une suite d'actes simples, administratifs, qui pèsent plus lourd qu'un cri. Le premier geste fut la banque. J'y allais tôt, sans annonce, sans querelle. La conseillère m'a reçu derrière son écran, polie mais étonnée de me voir si décidée.
Je lui ai demandé un relevé complet des opérations des 6 derniers mois. Ensuite, j'ai souhaité la clôture du compte joint et l'ouverture d'un compte personnel à mon seul nom, avec des alertes par SMS pour chaque mouvement dépassant un montant modeste. Je n'ai rien laissé au hasard. Signature, photocopie, empreinte d'un document officiel. J'ai demandé une attestation écrite confirmant la demande et la date de sa mise en œuvre. On m'a regardé comme qui regarde une cliente âgée, préoccupée par la paperasse. On ne sait jamais assez à quel point la paperasse peut être une armure. Ensuite, le notaire. Maître Giroux avait l'œil sec de ceux qui voient clair. Je lui ai livré la photocopie de la procuration, les images de la USB trouvées, la lettre de la banque. Il a pris tout, a pesé, a rédigé un constat notarié qui mettait noir sur blanc la chronologie des faits. Ce document, signé par un officier public, allait devenir mon bouclier. Nous avons aussi revu mon testament et fait, sur place, une clause nouvelle. Toute modification de mes dernières volontés ne pourrait être valide qu'en présence d'un avocat indépendant et d'un témoin notarié. J'ai demandé que toute correspondance concernant mes biens soit désormais envoyée en double exemplaire à l'étude. Maître Giroux a noté quelques réserves, des mesures conservatoires possibles en cas d'extraction de fonds, des options de mise sous protection. Je l'écoutais comme on écoute un chef d'orchestre. Chaque mot avait une importance rythmique. J'ai pris rendez-vous chez une avocate en droit de la famille. Maître Delmas a rédigé la lettre d'avertissement froide, claire, non accusatoire, mais ferme à adresser à Julien et à Camille. Elle contenait l'exigence de restitution des documents et l'annonce qu'en cas de non-collaboration, nous saisirions le juge compétent. J'ai demandé que la copie soit envoyée à la banque, au notaire, et qu'un exemplaire reste classé dans mon dossier. Les lettres ont ce pouvoir étrange. Elles posent l'évidence sans violence. Elles disent « Il existe maintenant un témoin formel, et ce témoin s'appelle le papier. J'ai aussi pris le temps de sécuriser ma santé juridique. Le médecin a accepté de faire un examen et d'attester par écrit de ma pleine capacité à comprendre et signer les documents. Ce papier-là, griffonné et tamponné, valait plus qu'un discours. Il ôtait à quiconque l'argument de la confusion d'esprit et scellait ma lucidité. Parallèlement, j'ai fait des copies de tout. Courrier, tickets, photos du bateau, du t-shirt mouillé, du reçu de la cabine où j'avais changé mes vêtements, et même du ticket de bus. J'ai noté les heures, l'heure, les noms. J'ai demandé à M. Roux, le voisin, s'il acceptait d'être témoin. Il a hoché la tête. Si elle a besoin, je signe. On ne pousse pas une dame à l'eau. 2 voisins de la marina ont accepté d'écrire une déclaration sur ce qu'ils avaient vu du bateau à quai. La déclaration d'un témoin est un petit levier puissant. Il transforme une histoire personnelle en acte public. J'ai photocopié puis scellé ces déclarations dans une enveloppe, datée, cachetée, mise dans mon classeur. Il a fallu aussi penser au quotidien. J'ai modifié les accès numériques, mots de passe, email, compte partagé. J'ai demandé à l'opérateur téléphonique de lier mon numéro à des alertes et à la caisse de retraite de confirmer l'adresse et l'identité de la destinataire des virements. J'ai fait opposition à toute modification sans présentation physique. Ces petites barricades techniques sont discrètes mais efficaces. On ne falsifie pas un compte quand l'alerte vous réveille à chaque mouvement. J'ai prévu un plan B, une solution d'hébergement temporaire et une valise prête, parce que la meilleure mesure de précaution est la possibilité de partir sans chaos. J'ai pris contact avec une amie de Royan qui m'a proposé une chambre si nécessaire. Le simple fait de savoir qu'on peut partir enlève la foule de panique qui paralyse parfois. Enfin, j'ai préparé ce que j'appelais ma surprise. Le moment où tous ces actes, rangés et signés, viendraient sur la table comme un bouquet de pétitions. La surprise n'était pas une explosion. C'était une certitude. Un dossier complet, scellé, remis à la bonne personne. Pas pour humilier, mais pour remettre la vérité dans sa place. J'ai décidé que je ne ferais pas de scène. Je remettrai le dossier à Julien, en tête à tête, puis j'imposerai la transparence. S'il niait, nous irions ensemble au notaire. S'il s'obstinait, alors la justice suivrait son cours. Je voulais que tout se déroule avec la dignité d'un acte administratif. Les jours où j'exécutais ces démarches, je continuais à faire ce que je faisais toujours, préparer les repas, parler doucement aux enfants, sourire quand il fallait.
J'ai appris à porter deux vies à la fois, celle qui paraît et rassure, et celle qui travaille en coulisses. Camouflage et rigueur. Les grands projets se construisent souvent dans la discrétion. La nuit, je relisais mes notes, complétais, rangeais chaque reçu à sa place. Le carnet bleu n'était plus seulement une mémoire, il était devenu le plan de bataille. À chaque page, je sentais la tension se dissoudre un peu. L'angoisse cédait devant la méthode. Et la méthode, bien menée, a quelque chose d'irrémédiable. Elle aménage l'échec possible en ordre utile. Avant la grande étape remettre le dossier, j'ai demandé au médecin une attestation complémentaire. Un certificat de blessure éventuelle, les suites de la chute dans l'eau, utile si la procédure devait inclure des aspects pénaux. J'ai aussi pris une photo de mon corps à la sortie du bateau, des ecchymoses, de la robe sèche que j'avais achetée au port. Chaque image était un petit clou dans la malhonnêteté. Quand tout fut en place banque, notaire, avocate, témoin, copie, attestation médicale, je ressentis une paix un peu étrange. Ce n'était pas la joie. C'était la sensation nette du devoir accompli. J'avais préparé la vérité, l'avais scellée, et je pouvais, maintenant, la présenter. Les requins, si tant est qu'ils existaient, avaient perdu la mer. Il leur restait l'air, la lumière, et surtout, les papiers qui leur font peur. Je me couchais tôt ce soir-là, pas par peur, mais pour être reposé au moment de l'affrontement tranquille. Le matin viendrait avec sa résolution. Le jour de la confrontation, la lumière avait quelque chose de coupant. Pas de tempête, pas de cri, un calme froid, celui des heures où le monde se réorganise. J'avais posé le dossier bleu sur la table de la salle à manger, celle d'Henri, la seule qu'on n'avait jamais déplacée. Le carnet, les lettres, les attestations, les copies de mails, tout était classé, paginé, prêt. Le silence avait une épaisseur de papier. Julien est rentré le premier. Il s'est arrêté sur le seuil, méfiant. « Qu'est-ce que c'est, tout ça? Des documents ?» ai-je dit simplement. Il a souri, mal à l'aise. « Tu n'as pas encore fini avec tes papiers ?» J'ai ouvert le dossier d'un geste lent. C'est la dernière fois que je range pour tout le monde. Il s'est assis, à moitié contraint. J'ai sorti la première feuille. La procuration falsifiée. « C'est ta signature, maman », a-t-il protesté aussitôt. « Non, c'est la tienne, imitée. J'ai fait vérifier par le notaire. » Camille entra à son tour, sans un mot, le visage tendu. « Qu'est-ce qu'elle raconte encore ?» J'ai dit « encore ». Ce mot vous trahit, Camille. Je lui ai tendu la lettre de Maître Giroux, puis celle de la banque. Elle lut quelques lignes, puis pâlit. « C'est un malentendu, dit-elle. Le mensonge est un malentendu qui dure, ai-je répondu. Julien se leva brusquement, fit quelques pas vers la fenêtre. Tu aurais pu m'en parler, au lieu de tout ce cirque. Tu m'as poussé à l'eau, Julien. Il se retourna. Oh, encore ça. Ce n'était pas un jeu, c'était un aveu. Tu as voulu tester si je coulerais. Silence. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge. J'ai repris, posé, sans colère. Vous avez signé à ma place, tenté de déplacer mes comptes, ouvert mes lettres. C'est écrit, daté, constaté. Je n'ai rien à ajouter. La justice parlera si vous continuez. Je leur ai tendu chacun une enveloppe. Dedans, il y a une copie des documents, la lettre de mon avocate et un exemplaire du constat. Vous êtes informés. Camille a voulu arracher la sienne, mais Julien l'a retenue. Son visage s'était défait, gris. « Maman, tu veux nous traîner en justice ?» « Non. Je veux que la vérité soit écrite. Après, chacun fera ce qu'il veut de son nom. » Il est resté debout, l'air d'un enfant pris en faute. Camille, elle, s'est défendue. « Tu dramatises, Raymonde. Tout ça pour des papiers. Ce sont les papiers qui font de toi une femme libre, Camille. Tu comprendras quand on te les volera. » Je me suis levée. Je n'ai plus rien à dire. Le notaire sait tout. Julien m'a suivi dans le couloir. « Tu vas me haïr jusqu'à la fin ? Non. Je vais juste te laisser face à toi-même. » Je suis montée dans ma chambre, j'ai refermé la porte. En bas, j'entendais leur voix s'élever, s'entrechoquer. « Pourquoi tu l'as fait ? Ce n'était pas grave, on allait l'aider. » Aider à quoi ? À la déposséder ? Puis une porte a claqué. Le soir, ils étaient partis. Leur tasse restait sur la table, encore tiède. J'ai soufflé la bougie. Je n'avais pas gagné, mais j'avais remis la loi entre eux et moi. Et cette distance, scellée par le droit,
valait toutes les séparations du monde. Je suis restée assise longtemps dans le noir, écoutant la mer au loin, et j'ai noté la phrase exacte dans le carnet. Aujourd'hui, la mer a changé de rive. Ce n'est plus moi qui nage, c'est eux. Après ce jour-là, la maison s'est vidée. Leur départ a laissé derrière lui une odeur de vent fermé, de linge sec qui ne bouge plus. J'ai marché lentement dans les pièces, sans colère, ni fierté, seulement ce sentiment étrange qu'on éprouve après avoir dit la vérité, le silence. Le vrai, celui qui n'attend plus de réponse. Les premiers jours, Julien a téléphoné souvent. Des appels rapides, coupés, pleins d'excuses qui n'en sont pas. « Maman, tu comprends mal. On voulait t'aider. » Je répondais doucement. « Alors aide-moi en me laissant tranquille. » Il se taisait, puis raccrochait. Camille, elle, n'a plus appelé. Mais j'ai reçu une lettre. Une lettre froide, sans date manuscrite, signée dactylographiée, comme un contrat. Je regrette que nos intentions aient été mal interprétées. Nous souhaitons simplement tourner la page. Je l'ai lu sans trembler. Tourner la page, oui, mais encore faut-il savoir lire ce qu'on y a écrit. Le notaire m'a confirmé que la banque avait annulé la procuration frauduleuse. Le dossier était clos. Administrativement, j'étais libre. Mais moralement, je venais d'entrer dans une solitude nouvelle, celle qu'on ne partage plus, parce qu'on a vu les siens mentir. Les voisins ont posé des questions, poliment. J'ai répondu avec la pudeur des vieilles femmes. Oh, des histoires de papier. Ça arrive dans toutes les familles. Personne n'a insisté. À notre âge, les gens respectent le malheur silencieux plus que les grands drames. Les semaines suivantes, la rumeur a fait son chemin. On disait dans le quartier, le fils de Madame Durand a eu des ennuis avec la banque. Elle, paraît-il, a tout réglé par le notaire. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec une admiration discrète. Mais moi, je savais, il n'y avait ni héroïsme, ni vengeance. Seulement la loi mise à sa place. Puis un soir, Julien est revenu. Il avait maigri. Il s'est assis sans un mot, les mains sur la table. « Camille est partie chez ses parents », a-t-il dit. Je n'ai rien répondu. Elle dit que tu as tout détruit entre nous. Je l'ai regardé calmement. Non, Julien. Ce que j'ai détruit, c'est le mensonge. Ce n'est pas la même chose. Il a pleuré, pour la première fois depuis des années. Des larmes d'homme, lourdes, silencieuses. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé couler. Il m'a demandé, « Tu vas me pardonner un jour ?» « Je ne sais pas, ai-je dit. Le pardon, c'est une porte. Pour la rouvrir, il faut d'abord la nettoyer. Et si je t'aidais à tout remettre en ordre? Ce n'est pas moi qu'il faut aider, Julien, c'est toi. Nous sommes restés là, longtemps, sans parler. Le tic-tac de l'horloge comptait nos silences. Les enfants ne sont plus venus pendant un temps. Puis un jour, la petite Zoé a sonné toute seule. Elle m'a dit, « Papa dit que tu es fâchée. » « Non, ma chérie. J'ai juste mal au cœur. » Elle m'a tendu un dessin. 3 silhouettes sur une barque, un grand soleil au-dessus. « C'est toi au milieu, » a-t-elle ajouté. « Et la mère est gentille cette fois. » J'ai souri. La vérité sort toujours de la main des enfants avant la bouche des adultes. Petit à petit, le lien s'est reformé, autrement. Julien venait le dimanche, seul. On jardinait ensemble, on parlait peu. Il m'apportait du pain, du café, quelques fleurs. Le reste, il le gardait dans son silence. Camille, je ne l'ai plus revue. Mais 1 an plus tard, une lettre est arrivée. Courte, sans politesse. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je ne savais pas à quel point tu tenais à tout contrôler. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus besoin d'avoir raison. J'ai rangé la lettre dans le carnet, à la suite des autres. J'ai écrit dessous. Les bourreaux ne comprennent jamais qu'ils frappaient. Ils croient toujours qu'ils rangeaient. La maison, elle, respirait mieux. J'avais repeint les volets, changé les rideaux, ouvert grand les fenêtres. Il restait des traces, bien sûr les marques invisibles qu'on ne montre à personne. Mais chaque jour, je reprenais un peu de place. La mienne. Je regardais souvent la mer depuis la terrasse. L'eau allait et venait, sans jamais se venger. Elle reprenait, simplement, son rythme. Et moi, j'apprenais à faire pareil. Je suis partie un matin d'avril, pas en fuyant, en respirant. La maison, désormais silencieuse, n'était plus une blessure, mais un chapitre. J'ai fermé les volets un à un, glissé les clés dans une enveloppe pour Julien, laissée sur la table. À l'intérieur, j'avais écrit « Ne t'en veux plus ».
J'ai eu ma part, tu auras la tienne. Ce n'est pas la mer qui sépare, c'est ce qu'on refuse d'y noyer. Le train pour Royan était presque vide. J'avais dans mon sac un carnet neuf, un petit manteau gris et la sensation d'être enfin légère. À la fenêtre, le paysage d'Aquitaine défilait lentement. Les pins, les champs, les stations balnéaires endormies. Je reconnaissais les routes de nos vacances, quand Henri conduisait en chantonnant et que Julien dormait à l'arrière, la bouche ouverte. J'ai souri à ce souvenir. Il n'était plus douloureux. J'ai loué un petit appartement au bord du port. 2 pièces, un balcon, un air salé qui entrait partout. Le premier matin, j'ai acheté des fleurs et du pain chaud. La boulangère m'a dit « Vous venez d'arriver ?» « Oui », ai-je répondu. « Je me réapprends. » Elle a ri sans comprendre, mais son rire m'a fait du bien. Les jours ont trouvé leur cadence. Le matin, je fais le marché. Je choisis mes fruits, mes huîtres, mon vin blanc. Je remplis mon propre frigo et rien que cette phrase me donne encore un frisson de liberté. Le midi, je mange sur le balcon, avec la mer pour seule compagne. Le soir, je marche sur la plage. J'ai rencontré des gens simples, un vieux pêcheur qui m'a appris à reconnaître les vents, une libraire retraitée qui adore les histoires de femmes fortes et une jeune serveuse qui rêve de quitter Royan, mais qui m'apporte toujours un café avec tendresse. Ils ne savent rien de mon passé, et c'est ce que j'aime le plus. Je ne suis plus la mère de Julien, ni la belle-mère de Camille. Je suis Raymonde, et c'est suffisant. Parfois, en marchant sur la digue, je repense à ce jour sur le bateau. L'eau froide, la phrase « Dis bonjour aux requins ». Je pourrais en trembler encore. Mais non, parce que j'ai compris quelque chose d'étrange et de beau. Ce jour-là, en me poussant, ils ont sans le savoir fait tomber le dernier poids que je portais. En me jetant à la mer, ils m'ont rendu à la vie. J'ai recommencé à écrire. Pas mes blessures, non. Des pensées, des souvenirs, des images. Mon carnet s'appelle « Carnet des marées ». J'y note les marées hautes et les marées basses de l'âme. La mer ne rend pas la justice, mais elle finit toujours par effacer les traces des pas qui l'ont trahi. Julien m'écrit parfois. De petits mots, simples. Les enfants vont bien. Zoé a eu 10 ans. Camille travaille à Paris. J'espère que tu es en paix. Je réponds toujours par une seule phrase. Je le suis, enfin. Un jour, il est venu seul, sans prévenir. Il a apporté un sac de courses, comme s'il voulait prouver qu'il pouvait encore faire un geste juste. Il a regardé autour de lui, ému par ma nouvelle vie. « C'est joli ici, hâté, il murmurait. »« Oui, ai-je répondu. Et c'est petit. »« Petit ? » ?»« Oui. Assez pour n'y inviter que ceux qui respectent la place des autres. » Il a baissé la tête. « Tu me manques, maman. »« Moi aussi, Julien. Mais parfois, il faut manquer pour apprendre la valeur de la présence. » Il est reparti avant le coucher du soleil. Je l'ai regardé s'éloigner sur le quai, silhouette bancale entre la lumière et l'ombre. Je n'ai pas pleuré. Il avait retrouvé son pas, et moi, le mien. Ce soir-là, j'ai ouvert la fenêtre. Le vent entrait fort, salé, presque joyeux. Je me suis dit, voilà, tout est à sa place. Les papiers, les blessures, les départs, les retours. Et surtout, la paix. Je n'avais plus besoin de justice extérieure, parce que j'avais appris la mienne, silencieuse. Ce soir, la mer est calme. Je la regarde depuis mon balcon, assise dans le vieux fauteuil que j'ai ramené d'Arcachon. L'air sent la menthe et le sel. Les goélands décrivent des cercles lents au-dessus des vagues, comme s'ils hésitaient à se poser. Je pense à Henri, à Julien enfant, à la Maison Bleue, aux casseroles déplacées, aux papiers signés à ma place, à la chute dans l'eau. Tout cela me semble maintenant lointain, presque irréel. Et pourtant, tout part de là. Quand je ferme les yeux, je revois la mer de ce jour-là, grise, glaciale, cinglante. Je me revois nager seule, cherchant la force dans mes bras, dans ma volonté. Ce n'était pas seulement de l'eau salée autour de moi, c'était ma vie entière qui me demandait, enfin, tu veux couler ou tu veux te redresser? Et j'ai choisi. Aujourd'hui, je n'ai plus peur du vide, ni du silence. Parce que le silence, je l'ai apprivoisé. Je sais désormais qu'il n'est pas toujours synonyme d'abandon. Le silence, c'est ce qui reste quand les cris ont menti trop longtemps. C'est le langage de celles qui n'ont plus besoin de prouver qu'elles avaient raison. Julien m'écrit encore. Ces mots sont simples, maladroits, mais vrais. Maman, je comprends mieux maintenant.
J'ai honte, mais aussi de la gratitude. Grâce à toi, j'ai appris que l'amour, ce n'est pas obéir, c'est respecter. Je garde cette lettre dans mon carnet des marais. Elle n'efface rien, mais elle est claire. Et ça suffit. Je n'en veux plus à Camille. La vie s'en est chargée. Je lui souhaite simplement de comprendre un jour qu'on ne construit pas une famille en effaçant les racines. Être qu'alors, elle aussi, viendra voir la mer. Je vis seule, oui. Mais ce n'est pas la solitude triste des abandonnés. C'est celle des femmes libres. Je choisis mes heures, mes mots, mes silences. Je bois mon café le matin face au large, j'écris, je ris parfois toute seule. Il n'y a plus de requins autour de moi. Seulement des poissons tranquilles et la rumeur de l'eau. Je sais que tout cela a un prix. L'amour d'un fils ébréché, les dimanches vides, les photos retournées. Mais je ne regrette rien, parce qu'il vaut mieux être seul dans la vérité qu'entouré dans le mensonge. Je me lève, marche jusqu'au balcon. La mer brille comme une page ouverte. Je pense à toutes les femmes qu'on fait taire, qu'on infantilise, qu'on dépossède doucement au nom du bien. Je voudrais leur dire, ne laissez jamais quelqu'un écrire votre vie à votre place. Même vieille, même fatiguée, il reste toujours un geste à faire, un mot à poser, un document à signer. Je respire profondément. Le vent soulève mes cheveux gris, caresse mes joues. Le monde est resté le même. Mais moi, j'ai changé. Je reprends mon stylo. Sur la dernière page du carnet, j'écris lentement, en toutes lettres, ce que j'aurais voulu crier ce jour-là sur le bateau. On m'a poussé, mais je n'ai pas coulé. On m'a trahi, mais je n'ai pas hurlé. J'ai choisi la loi, le papier et le silence. Puis je referme le carnet. Je le range sur la table, souffle la bougie, et dans le noir, je murmure non plus comme une plainte, mais comme une vérité retrouvée. Le silence peut aussi être une forme de justice. Et dehors, la mer, fidèle, continue de respirer pour moi.